et je partage mon écran. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être nombreux pour ce 3e webinaire. Donc, effectivement, on se retrouve ici pour la 3e fois pour parler de l'archivage papier dans un monde numérique. Et donc, pour rappel, c'est des webinaires qu'on organise à l'occasion du Salon Préserve Info, qui sera organisé le 6 mai 2021. Donc, c'est un salon dédié à la gestion et préservation de l'information, où vous pourrez retrouver une vingtaine de prestataires qui vous présentent leurs solutions et outils. Et donc, ici, on se retrouve pour la 3e fois déjà. Et donc, je vais laisser la parole à Marie-Laurence Dubois, qui est l'animatrice de ce webinaire. Bien, donc bonjour à chacun et chacune. Petite modalité pratique, donc comme l'a dit Sarah, c'est bien ce 3e webinaire. Pour la plupart, je pense que certains deviennent des habitués de ces webinaires et c'est une très bonne chose. Et donc pour faciliter nos échanges, voilà, nous avons préparé évidemment ce webinaire avec les différents intervenants, mais on s'arrêtera régulièrement pour lire vos questions. Donc n'hésitez pas, pendant que l'une ou l'autre personne parle, à noter vos questions dans l'espace de discussion, dans le chat. Comme ça, alors, je m'arrêterai de temps en temps et je pourrai reprendre les questions et ainsi les renvoyer vers les différents intervenants. Si évidemment il y a une question que nous n'aborderions pas, mais qui vous brûle les lèvres ou les doigts, n'hésitez pas aussi à l'ajouter dans le chat dès maintenant et on essaiera de prendre en compte dans l'heure qui vient. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi, je joue le rôle effectivement de l'animation de ce webinaire et la première étape, c'est qu'on va vous présenter l'ensemble des intervenants qui vont pouvoir nous partager pendant 1 heure leur expertise, leur expérience et aussi les moyens ou les outils qu'ils peuvent mettre à disposition de la gestion de fonds d'archives physiques. Donc, on va autant parler de la gestion d'un dépôt d'archives ou d'un local où l'on gère, où l'on stocke des archives et on gère nos archives, que la gestion évidemment des fonds d'archives papier, mais comment est-ce qu'on peut s'aider avec des outils numériques aujourd'hui évidemment et de gérer cette transition, mais en sachant que ces fonds patrimoniaux évidemment resteront, même si le numérique prend de plus en plus de place dans nos métiers. Et donc je passe tout d'abord la parole à Oriane Trouba, qui représente la société Naonet avec le logiciel Mnesis, qui a accepté de participer à ce webinaire. Merci à toi, Oriane. Bonjour. Donc effectivement, Oriane Trouba, je travaille donc à la société Naoned. Naoned, alors je ne sais pas si vous connaissez, donc effectivement, on propose les logiciels Mnesis. Donc, nous avons plusieurs gammes de logiciels Mnesis qui sont donc des logiciels dédiés pour le travail des archives, de valorisation du patrimoine. Nous avons Mnesis Archive qui sera vraiment ce qu'on appelle donc, le système de gestion. C'est là où vraiment tout se passe dans la gestion des archives tout au long de leur cycle de vie. Et après, nous avons toute la partie portail. Alors, portail de valorisation, c'est les sites internet. Un logiciel donc, qui permet de valoriser et de mettre en avant les archives sur Internet. Merci Oriane. Je passe la parole à Guillaume qui... Ah, attends, pardon, laissez-moi. Non, mais voilà, bon, c'était une petite... ma fiche métier, en quelque sorte, mon CV, selon comment est-ce que... Voilà, donc pour me présenter, effectivement, donc je suis consultante métier, chef de projet chez Naoned. J'ai une formation d'archivistique. J'ai passé quelques années avant d'arriver chez Naoned en tant qu'archiviste itinérante dans les communes. Et maintenant, donc, chez Naoned, j'accompagne les archivistes pour les aider à utiliser au mieux les logiciels Mnesis et à les accompagner dans leur travail et pour pouvoir utiliser au mieux Mnesis. Ouais. Alors, je passe maintenant la parole à Guillaume Franco, qui lui a tout à fait un autre profil et qui va lui-même se présenter aussi et dans quelle mesure il va pouvoir nous apporter son éclairage aussi aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc oui, moi en effet, j'ai un profil assez différent. Donc moi, je suis ingénieur de formation, donc je ne suis pas du tout archiviste.
Et il y a donc à peu près 2 ans, nous avons créé la société InSense. Et l'objectif, nous, avec InSense, c'est d'aider les entreprises et les industries à avoir une meilleure visualisation, un meilleur contrôle sur les paramètres environnementaux, les paramètres physiques qui influencent le bon déroulement donc, de la société ou d'un projet. Et donc, plus particulièrement ici, ben, avec le milieu des archives, nous proposons en fait de connecter justement l'ensemble des prises de mesures qui sont donc importantes dans un dépôt d'archives ou dans des salles de stockage. Donc, je pense notamment à la température et l'humidité. Nous connectons donc toutes ces informations à une plateforme web privée où vous pouvez avoir donc un meilleur contrôle en temps direct de l'ensemble de ces valeurs et d'être alerté lorsque des situations donc indésirables se passent dans vos salles d'archives, pour mieux gérer la conservation et la bonne conservation, je vais dire, donc de vos archives. Donc voilà, je pense que par la suite, on avait mis quelques exemples justement de la plateforme. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que donc, nous proposons des capteurs qui sont assez différents des capteurs traditionnels, je pense, qui sont en place dès aujourd'hui. Donc, c'est des capteurs sans fil, connectés, non pas avec du Wi-Fi, non pas avec de la 3G, mais avec un autre réseau qui, en fait, qui s'adapte parfaitement justement à un vaste environnement, à des grands immeubles. Et qui nous permet donc voilà, d'acheminer toutes ces données vers une plateforme où nous pouvons faire donc différentes choses, être alertés en temps réel si des situations donc indésirables se passent, d'avoir un reporting automatique qui se fait voilà, pour avoir une preuve des conditions dans lesquelles ont été stockées les archives et bien d'autres choses encore. Donc voilà, c'est de ça que nous parlerons, en tout cas avec moi aujourd'hui. Merci. Et enfin, mais certains d'entre vous, en tous les cas, le connaissent déjà bien, un troisième intervenant aujourd'hui, mais plutôt avec la réalité du terrain aussi, qui est notre collègue Lionel Van Velten, qui travaille à l'IHOS. Donc, je passe la parole à Lionel. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc oui, je suis Lionel Van Velten, historien de formation, médiéviste même si ça fait très longtemps que j'ai plus fait de charte médiévale, archiviste à l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale à Seraing, donc, qui est un centre d'archives privées et un centre d'éducation permanente subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, comme l'a dit Marie-Laurence, moi je suis un peu ici pour donner des exemples de terrain de la part de centres d'archives privées qui ont très peu de moyens et qui ont donc développé, en tout cas en partie pour certains, un logiciel qui s'appelle Collective Access. Et donc, je vous parlerai de tout ça bientôt, j'imagine. Oui. Alors, donc voilà, donc maintenant on va entrer déjà dans le cœur de notre webinaire et par une première question quels seraient les outils, les méthodologies qu'on peut mettre en place quand on veut gérer son dépôt d'archives physiques. En sachant que, évidemment, quand on a à gérer des archives papier, eh bien, il y a toute une série de considérations qu'on doit, dans les normes, etc., respecter, le taux d'hygrométrie, de température, comme l'a signalé Guillaume. Et donc, et d'autre part aussi, on a à gérer nos fonds d'archives dedans, ou quand c'est des fonds d'archives, ou en tous les cas, les archives. Et donc, à quoi est-ce qu'il faut être attentif si l'on veut mettre en place des outils, des méthodes qui permettent de mieux gérer tant les espaces physiques que les archives elles-mêmes, je dirais, les deux aspects du métier. Et donc voilà, comment est-ce que, en tant qu'Oriane a effectivement aussi travaillé pour des communes, comme elle l'a dit dans sa présentation, et donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place, peut-être au départ quand on n'a pas des masses de moyens, donc c'est ça aussi, à quoi est-ce qu'il faut être attentif, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, soit quand on démarre un service d'archives, soit quand on n'a pas des masses de moyens et qu'on ne sait pas par où s'y prendre, quels seraient les conseils que l'on pourrait donner. Et donc, je vais d'abord passer la parole à Oriane, et puis Guillaume, alors lui, viendra plus sur les aspects pratiques avec l'expertise qu'il peut avoir, lui, en tant qu'ingénieur, de nous proposer un outil un peu différent qu'on connaît déjà. Certains ont déjà des thermomètres dans leur dépôt d'archives, mais peut-être rentrer un peu plus avec lui dans, tiens, quels moyens comment est-ce qu'on peut s'outiller pour mesurer, et qu'est-ce qu'on peut mesurer en fait dans nos dépôts d'archives aussi, quels sont les paramètres que l'on pourrait mesurer dans un espace fermé, en l'occurrence un dépôt d'archives. Donc je passe tout d'abord la parole à Oriane. Merci. Alors, je vais peut-être des fois enfoncer des portes ouvertes. Là, la question
la gestion d'un dépôt d'archives physiques. Alors, l'ère du numérique, effectivement, a apporté plus d'outils qui peuvent nous aider dans le travail, mais c'est vrai que les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué. L'une des premières choses pour moi, alors qu'on retrouve qu'on ait un logiciel de système de gestion ou pas d'ailleurs, pour moi l'idée d'abord c'est déjà de prendre le temps en avance pour réfléchir à ce dont on a besoin. Que ce soit avec un système, un logiciel déjà clé en main qui propose des choses, ou que ce soit si vous avez juste vos outils bureautiques habituels. L'important, on peut le voir à de nombreuses reprises, c'est de réfléchir en amont à ce dont on a besoin de collecter. Les outils informatiques permettent énormément de choses, mais voilà, il faut un minimum les paramétrer. Donc un logiciel, ça se paramètre. Un fichier Excel, ça se paramètre également. Donc c'est prendre le temps de se poser et de voir quels sont les besoins, donc que ce soit juste pour un fichier Excel, je dirais de façon assez simple, c'est juste réfléchir quelles sont les informations dont j'ai besoin pour pouvoir paramétrer mon fichier Excel correctement. Et après, de façon un peu plus précise, c'est quelles sont les informations que j'ai besoin pour pouvoir mieux paramétrer mon logiciel d'archives dans l'utilisation. Donc, oui. Voilà, je ne sais pas si collègue archiviste a peut-être des remarques dessus. Non, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, l'idée qu'on peut avoir le meilleur logiciel du monde si on ne prépare pas en amont et on ne réfléchit pas en amont à ce qu'on collecte et à ce qu'on veut conserver, avec éventuellement des thématiques déjà ou d'autres critères géographiques, etc. On a beau avoir un logiciel à 3 millions de dollars, ça ne servira à rien. Donc, je suis tout à fait d'accord, je n'ai rien d'autre à rajouter. L'importance, pardon. Vas-y. L'important, selon moi, c'est voilà, de voir un peu son périmètre, parce que quelquefois, foncer tête baissée dans les magasins et commencer, on a pu voir des fois des écueils, des personnes qui arrivaient et qui commençaient à faire des traitements très précis, alors qu'en fait, ils avaient 3 km d'archives dont ils n'avaient pas du tout la visibilité sur ce qui se... Voilà, donc il restait... Bon, alors, excusez-moi, j'avais une petite coupure. Je pense qu'on essaye de m'alerter pour me dire, parce qu'en fait, c'est la tempête de neige. Ah, juste pour... Je suis désolée. Donc, je pense qu'on essaye de me dire, Oriane, si tu veux rentrer chez toi, ce serait peut-être le moment. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, on pourra attendre 1 heure de plus. C'est pas de problème. Désolée. Donc, voilà. Donc, quelquefois, c'est juste se poser, effectivement, prendre le temps au départ et pas foncer tête baissée dans ces magasins pour faire une description archivistique à la pièce. D'un, ça prendra beaucoup trop de temps et ça ne sera pas utile. Donc voilà, c'est juste réfléchir calmement à ce dont on a besoin, quel est le périmètre. Est-ce que juste un fichier de récollement suffit? Ou est-ce que malgré tout, ben non, mon service a beaucoup plus de moyens et j'ai plusieurs personnes. Et donc là, je peux commencer à structurer un peu plus, à essayer de recréer un vrai registre des entrées, à créer réellement des instruments de recherche. Ou est-ce que dans un premier temps, mon tableau de récollement avec beaucoup de détails me permettra d'avancer dans mon fonctionnement. C'est là où, voilà, c'est dans un premier temps pour un service qui se crée, hein, là je parle plutôt d'un nouveau service où on arrive devant un vrac, c'est prendre le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite, parce que ce soit avec un fichier, je répète, avec un fichier Excel ou une démarche auprès d'un éditeur de logiciel, effectivement, le logiciel ne sera pas le même. On vous proposera différentes fonctionnalités. Si vous souhaitez juste faire un récollement, ben voilà, on peut se concentrer juste sur cette partie et laisser toutes les autres parties. Voilà, c'est là où il faut réussir à se poser au départ. Oui, et moi je compléterais peut-être ce que tu dis en disant aussi de connaître ce qu'on a dans ce dépôt et donc aussi la qualité des archives et donc en se disant est-ce que c'est des archives administratives et donc est-ce que c'est du papier aussi sur le plan physique de la manière dont est-ce que le local où on est très humide, pas humide, enfin voilà, est-ce que aussi simplement d'observer déjà ce qu'on a comme type d'archives, lister, tiens j'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai donc les types d'archives qu'on peut avoir dans son dépôt, donc sans entrer nécessairement très vite dans un niveau de détail comme tu disais à la pièce.
mais de connaître un peu mieux qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses ou qu'est-ce qu'il y a sur ces étagères. Et parce que là aussi, en fonction des normes qu'on va pouvoir s'appliquer après de conservation, on peut avoir des nuances, évidemment, entre un fonds d'archives photo ou un fonds de vidéo, par exemple, qui est un support très fragile, évidemment. On a peut-être intérêt à ne pas le laisser dans une cave trop sèche ou un grenier enfin, une cage trop humide plutôt et un grenier trop sec. Parce que voilà, parfois on n'a pas des espaces de stockage qui soient idéal, je crois. Et donc, c'est aussi de connaître en fait ce qu'on va devoir avoir un peu sa matière, connaître un peu mieux au-delà des thématiques du contenu du fond, c'est quel support j'ai devant moi. Et effectivement, si j'ai une charte du 18e, ben voilà, il faudra peut-être que je la mette bien à part et vérifier que n'importe qui ne peut pas rentrer, donc les intrusions dans le dépôt aussi. Et ce genre de choses. Donc, c'est connaître ce qu'on va devoir traiter. Ça permet peut-être alors de faire la jonction avec Guillaume et de pouvoir dire son dépôt d'archives, comment est-ce qu'on peut mesurer et qu'est-ce qu'on peut mesurer en fait dans un local avec le type d'instrument que vous proposez vous et votre technologie nouvelle. C'est qu'est-ce qu'on peut mesurer en fait avec ça. Au-delà d'une température et d'une hygrométrie que là, tous les archivistes voient bien. Ouais. Oui, tout à fait. Ben donc, on va dire, en effet, on parle souvent de température et d'humidité dans un premier temps, parce que ce sont les premiers paramètres qu'on va mesurer. Non, mais c'est... je crois qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a son micro. Oui, c'est moi, je suis vraiment désolée. Je coupe maintenant, pardon. Pas de souci. Ben donc, en fait, voilà, ça, on va dire, c'est le premier paramètre qu'on mesure par facilité, parce que tout le monde peut s'acheter un petit thermomètre, un petit hygromètre dans un premier temps, puis ça dépend fort aussi du type d'archives qu'on stocke. Est-ce que ce sont des archives photos qui sont sensibles à la lumière? Est-ce que c'est important alors de regarder? Et on va dire pour des petits dépôts d'archives qui sont très localisés, on a une salle, deux salles, on peut facilement avec des thermomètres aller mesurer ça de manière régulière, de faire le relevé, on va dire manuel, hein, de ces paramètres. Mais lorsqu'on passe sur des dépôts d'archives un petit peu plus importants, avec des sites délocalisés, avec différents sites, pas forcément donc, au même endroit, mais en Flandre, en Wallonie, en France, là, ça devient important d'avoir une plateforme de gestion commune de tous ces paramètres et de savoir dans quel dépôt, quel type de paramètres je vais mesurer. Et donc, pour parler de ça, nous proposons des capteurs qui peuvent faire différentes mesures. Donc, évidemment, la température et l'humidité. Si la lumière et le taux de luminosité sont des paramètres importants, c'est possible aussi. Si le taux de CO2 est important, c'est des choses qu'on peut mettre en place, les composés organiques volatiles aussi. Donc voilà, c'est vraiment en discussion avec le dépôt d'archives voilà, qu'on va voir quels vraiment paramètres on va mesurer avec eux, mais le principe reste, on va dire, reste le même. C'est des petits boîtiers qu'on va venir donc installer à différents endroits. Et voilà, ces boîtiers vont envoyer cette information sur votre plateforme privée de gestion où donc là, voilà, vous allez voir pour tel site quelles sont les conditions dans les dernières 24 heures, dans le dernier mois, dans les 6 derniers mois, et voir si voilà, vos dépôts ont été bien, on va dire, entretenus. Est-ce que l'ajout de certaines archives qui ont été mal entretenues ou influencé l'environnement dans lequel vos archives existantes étaient? C'est des choses qu'on peut mesurer, et la principale force aussi, c'est qu'on est alerté vraiment en temps réel, parce qu'avec les petits boîtiers qu'on trouve pour l'instant sur le marché, on peut en effet venir rapatrier ces informations dans un fichier Excel. Mais bon, voilà, il faut faire la démarche d'y aller, d'y penser, et on voit les différentes mesures qui ont été faites. Mais si on prend une mesure tous les mois, on va voir le dernier mois, est-ce que ces mesures sont correctes, et là, on perd vraiment cette notion de pouvoir agir en fait en temps réel. On va remarquer qu'il y a eu des mauvaises conditions, mais c'est vraiment un traitement qui est fait a posteriori. Et c'est là que voilà, notre solution aussi prend sens, c'est d'être alerté en temps réel dans différents endroits sur une seule et même interface.
pour différents paramètres. Donc ici, on montre principalement des exemples de température et d'humidité parce que c'est ce qui est le plus parlant, mais ça pourrait être très bien le taux de luminosité, ça pourrait être très bien voilà, le taux de CO2. On ne va pas venir nous mesurer ou détecter s'il y a un petit animal qui se met sur vos archives. Ça, ce n'est pas des choses qui sont facilement détectables. Nous, c'est plutôt vraiment des paramètres environnementaux qu'on permet voilà, de mesurer et d'afficher. Et puis vos alertes, c'est des alertes par SMS, c'est des alertes par email. Ça, on peut aussi voir en fonction de ce qui est le plus pratique pour la société et ce qu'elle veut, mettre ça en place. Et donc vraiment aussi, ici, on le voit bien avec le rapport sur les conditions de stockage, c'est vraiment traiter cette donnée pour que quand vous vous connectez sur votre plateforme, que vous ayez les informations qui vous intéressent, que vous n'ayez pas justement à faire vous-même le traitement de données qui peut parfois être un peu long. Donc tout ça est automatisé et l'objectif, c'est de faire, comme ici par exemple, une plateforme la plus personnalisable possible pour que avec 2-3 coups d'œil, vous ayez vraiment un aperçu réel de ce qui se passe sur vos différents sites voilà, en temps réel. Donc, moi, ce que je t'avais demandé aussi quand on a préparé l'entretien, c'est dire parfois, ça peut arriver dans des dépôts d'archives, on a nos dépôts. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de se dire que, enfin, moi, j'en ai mis quand je gérais un dépôt d'archives, et c'est vrai que parfois, la pile tombait en panne, enfin bon, donc ça fonctionnait, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on devait penser à aller faire le relevé, et puis une fois, le truc bloquait, et puis on ne savait pas pourquoi, donc il avait perdu pendant 3 semaines les données, parce que, voilà, on n'était pas passé nécessairement près du capteur au bon moment. L'autre chose, c'est est-ce qu'avec votre technologie, je sais pas, on peut avoir souvent les archives, c'est dans les caves ou dans les endroits un peu souterrains, je dirais, quand on sait pas. Parfois, c'est des tunnels. Hein. L'anecdote, c'est que le week-end passé, pour Oriane, voilà, il y a eu un incendie dans un tunnel désaffecté et il s'avère que c'était rempli d'archives. Donc voilà, les archivistes se demandent toujours comment les gens ont l'idée d'aller stocker des trucs dans les tunnels. En Belgique, il y a déjà eu ça il y a 2-3 ans aussi, dans des tunnels bruxellois, on avait retrouvé des archives d'une administration bruxelloise dans des pilasses de tunnels où passent les voitures. Hein. Donc tu dis, voilà, donc ça, on est toujours un peu étonné. Et donc, pour revenir à notre contexte, c'est aussi de te dire, parfois, on n'a pas nécessairement du réseau Wi-Fi dans le dépôt d'archives, ça arrive très souvent. Et donc, votre système permet quand même de pouvoir capter ces données-là parce que c'est un boîtier qui est bien localisé et qui ne gère pas avec le Wi-Fi classique, quoi, je vais dire. Hein. C'est bien ça que tu m'avais précisé, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la particularité ici, c'est que, en effet, les salles d'archives ne sont pas forcément dans des salles avec du Wi-Fi, avec une connexion voilà, disponible. C'est des endroits qui peuvent être reculés. Et c'est ça tout l'objectif d'utiliser, sans vouloir rentrer trop dans le technique, mais c'est un réseau qu'on appelle un réseau radiofréquence, et donc qui a la particularité, en fait, de pouvoir être étendu très facilement dans des très grandes zones. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un petit boîtier, et ce petit boîtier couvre environ 34 000 m² de terrain. Et sur ces 34 000 m², ou bien 3 étages, par exemple, de bâtiment, on va pouvoir mettre jusqu'à 500 devices différents, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et l'unique chose qu'il faut pour créer ce réseau, c'est une source d'alimentation, donc une prise de courant, et soit la disponibilité d'un câble Ethernet, mais si ce n'est pas possible, alors on met une petite carte SIM qui va donc prendre du réseau à l'extérieur et qui va le diffuser vraiment dans une grande étendue. Et donc, on n'a pas besoin de mettre le boîtier vraiment dans la salle, on peut le mettre plus loin, là où il y a du réseau, et il va permettre d'étendre ce réseau-là. Et c'est ça qui permet aussi, en fait, au petit boîtier, donc je disais sans fil, de tenir autonome sur la batterie pendant plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qu'on va devoir remplacer évidemment chaque mois, ce n'est pas du tout le but. C'est plusieurs années, c'est 3, 5 ans, parfois 7 ans si c'est dans de bonnes conditions, mais c'est vraiment ça aussi l'avantage. Et évidemment, ce boîtier-là qui est connecté, on est prévenu si il tombe bientôt voilà, à court de batterie, on est prévenu de tout ça, et donc on évite voilà, ces situations indésirables de « ah mince, on n'a plus qu'un tiers des data loggers ou des thermomètres qui fonctionnent ». C'est ça. Donc voilà, merci. Moi, je retiens aussi que voilà, on peut capter autre chose, donc comme le taux de lumière, le taux de CO2. Voilà, les poussières, j'en avais évoqué, je ne sais pas si évidemment. Et alors aussi, c'est l'autre chose, c'était qu'un fond d'archives pourrait arriver plus humide et qu'on ne veut pas le mélanger à d'autres. Ce serait aussi possible de glisser
pour évaluer, parce que tu disais que quand vous intervenez sur des milieux industriels, vous pouvez enfoncer une carotte dans le sol qui mesure aussi les enjeux environnementaux. Ben, de cette façon, on pourrait mettre cette pique au milieu du fond d'archives pour mesurer son humidité à lui, indépendamment du dépôt, quoi. Mais donc ça veut dire qu'on doit le mettre, ou alors de le mesurer dans une petite pièce pour voir le taux d'humidité qu'il propage dans la pièce dans laquelle il est. Donc, je crois que c'est des exemples, de nouveau, sans être devant ni la technologie complète de Guillaume, mais qui sont des pistes évidemment à envisager quand on est archiviste, de pouvoir évaluer physiquement. Voilà, on a des paramètres à devoir à veiller, et dans les outils d'évaluation, ben, ça peut être important au moment aussi d'avoir du reporting qui soit précis. Je pense notamment aussi par rapport aux décideurs et à si on doit demander un investissement de type voilà, système de ventilation, ben, d'avoir des mesures précises sur lesquelles on peut se fier, peut donner évidemment des arguments aux décideurs pour à un moment donné investir dans le dépôt aussi de cette façon-là. Donc, merci déjà à tous les trois. Je ne sais pas si, Lionel, tu as des choses à rajouter par rapport à cette gestion physique des documents et ce que tu as entendu ici, puisque… Oh, mais si, oui, donc ici à l'IHES, on a des dépôts qui sont moins grands que la photo qu'on a vue, mais qui sont quand même plus grands qu'une baie de salle. Et donc, nous, actuellement, comme l'a dit Marie-Laurence, on fonctionne avec des capteurs hygrométriques à pile, et donc il faut les relever. Nous, on le fait toutes les semaines. Voire maintenant, je ne sais pas si on le fait toutes les semaines avec la situation actuelle, mais enfin voilà. Et donc, avoir ce genre de système, personnellement, moi, j'en rêverais. Hein. C'est vraiment une sorte de… Oui, c'est un autre niveau, quoi. Et ça permet clairement d'avoir des relevés beaucoup plus précis qu'un ou deux capteurs mis un peu, on va dire, n'importe où dans un dépôt, ce qui arrive souvent, quoi. Donc, voilà. Merci. Alors, je propose que s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat dans un premier temps ou à lever votre main. Moi, comme l'écran est partagé, c'est parfois compliqué de voir, donc utilisons le chat pour noter nos questions. Mais donc, n'hésitez pas je parle là à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, hein, qu'on ne fasse pas, enfin, nous sommes un quatuor aujourd'hui, mais nous sommes là évidemment pour être en interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous pensez à des questions qui… Oui, ici, je vois qu'il y a une question dans le chat. La question, c'est par rapport au système présenté par Guillaume. C'était de savoir si un boîtier contient tous les capteurs ou alors il faut plusieurs boîtiers par type de mesure. Non, donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut mesurer. La très grande majorité du temps, un boîtier permet de faire l'ensemble de ces mesures. Après, si on a des demandes vraiment spécifiques, ça peut être différent. Mais j'aimerais bien faire un grand cadre en bois, comme un cadre photo, mais pas de vitre ni rien, pour pouvoir dessus tendre des cordes auxquelles j'accroche. Voilà, on va désactiver les sons des gens qui nous… Voilà. Voilà, donc je disais, donc, en général, il y a un boîtier qui peut faire la température et en même temps l'humidité, en même temps le taux de luminosité. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça peut arriver que parfois on ait besoin de plusieurs boîtiers, hein, ça peut arriver, mais dans ce cas-ci, normalement, un seul boîtier fait l'affaire. Et c'est un boîtier donc on peut évidemment changer de place aussi. Si, comme Madame Dubois le disait, si on veut mesurer vraiment un nouvel apport d'archives qui est peut-être par exemple trop humide, on peut venir prendre ce capteur et le mettre tout près de ce dépôt-là pour voir un petit peu l'humidité qui en ressort, par exemple. Et donc, voilà, de changer les capteurs de place en fonction de ce qu'on veut mesurer. Mais bon, pour revenir voilà, à la question, normalement, c'est un boîtier prend l'ensemble de ces paramètres. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, Sarah, dans le chat? Non, c'est tout actuellement. Alors, je propose de partir à la deuxième question que nous avons préparée avec les intervenants, qui est, mais voilà, là alors, on est plus dans les outils de gestion de nos fonds d'archives et de comment est-ce qu'on peut, Oriane en a déjà parlé un peu au départ de fichiers Excel peut-être, mais de rentrer alors quand on connaît bien ce qu'on a à traiter et que avant d'avoir un logiciel de gestion l'on peut, de type Mnesis ou Collective Access, mais peut-être déjà à quoi est-ce qu'on doit être attentif avant de se dire, de contacter un éditeur de logiciel, qu'est-ce qu'on peut déjà avoir préparé comme travail qui nous permettra de mieux gérer nos fonds d'archives, et on envisagera aussi la communication de ceux-ci, mais avec la troisième question aussi qui viendra sur la valorisation. Mais quels seraient
les bons réflexes à avoir quand on connaît alors un peu mieux ce qu'on a à faire et qu'on peut rentrer dans l'identification de ces fonds et alors préparer le travail pour un futur outil de gestion. Oriane? Alors, déjà, il faut éviter Word. J'ai créé des inventaires sous Word, effectivement, c'est pratique. En impression, en disposition, en salle de lecture ou auprès de service, effectivement, ça a un visuel plutôt, je dirais, agréable. Par contre, en utilisation pour l'archiviste, c'est, alors je dirais que c'est une catastrophe. Et après, pour un outil de gestion, ben, on ne peut rien y faire. Malheureusement, ces inventaires-là, nous actuellement, quand on a des nouveaux services qui nous demandent de reprendre leurs données dans les logiciels, les inventaires sous Word, la seule chose qu'on peut dire, c'est ben, vous les enregistrez en PDF. Et puis, ben, voilà, on les met à disposition. Alors, c'est bien, on a notre moteur de recherche qui fait des recherches dans le PDF, mais c'est tout ce que vous aurez et on n'aura pas une utilisation vraiment satisfaisante du logiciel. Excel, par contre, voilà, on a beaucoup de possibilités avec Excel. Donc, vous, en tant qu'archiviste, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un logiciel de gestion, ça peut, dans un premier temps, jouer son rôle. Si vous avez bien réfléchi, ça vous permet donc de faire des filtres qui vous permettent d'obtenir quand même un certain nombre d'informations, de pouvoir gérer la recherche. Donc là, ça peut fonctionner un temps et on a différentes passerelles avec Excel qui sont beaucoup plus facilitées pour les systèmes de gestion pour reprendre ces informations et les gérer dans des formats qui sont reconnus informatiquement. Donc voilà, les logiciels... on peut reprendre des données qui ont pu être enregistrées sous Excel et les enregistrer après par la suite en XML EAD, qui est la norme notamment pour les instruments de recherche. Enfin, voilà, c'est des passerelles qui sont totalement possibles et qui permettent après une bonne intégration dans le système de gestion. Après, quand vous réfléchissez à acquérir un logiciel pour vous aider, là encore, alors, il y a plusieurs cas de figure où vous créez le service. Donc là, encore une fois, c'est plus, vous avez une réflexion sur ce que vous souhaitez mettre en place dans le service. Et en fonction de ça, du coup, bah, voilà, vous détaillez ce dont vous avez besoin et bah, voilà, vous faites appel aux différents fournisseurs pour voir le logiciel qui peut vous convenir. Si vous avez déjà un certain nombre de dossiers ou de fichiers en Excel, justement, il faut bien prendre le temps de connaître, alors nous, ce qu'on appelle connaître ces données. Parce que le logiciel, dans un premier temps, ce n'est pas magique. La façon dont on reprend les données dans un système de gestion, ben voilà, ça demande une concertation entre les archivistes donc ben, il faut savoir de quoi on parle. Donc effectivement, quelquefois, c'est 20 ans d'arriéré à reprendre pour bien connaître et effectivement pour bien savoir ce qui est souhaité dans le système de gestion. Le petit graphique que j'ai repris ici, voilà, c'est une petite... on a créé ça en interne, c'était suite à des discussions, parce qu'il faut savoir donc, que chez Naoned, on est quelques archivistes à travailler, mais on a principalement donc, des développeurs informatiques et le monde archivistique, c'est une grande nébuleuse. Et comme bien souvent, je le dis assez régulièrement, quelquefois, entre les informaticiens et les archivistes, il y a un monde. Donc, quand on parle de conservation définitive, eux, ils imaginent 5 ans. On leur dit, ben non, il faudrait 10 siècles. Oui. Ah zut, c'est pas la même chose, là, on maîtrise moins. Donc, bref, tout ça pour dire que ce petit schéma, on l'avait un peu travaillé en interne pour leur faire comprendre un peu le cycle de vie d'un fonds d'archives et effectivement, à partir de quand le système de gestion il peut intervenir. Donc, bref, c'est un peu pour appuyer notre propos. Donc, effectivement, le système de gestion, il est plutôt donc, à partir de ce qu'on appelle les archives intermédiaires.
Donc, on peut gérer des systèmes d'archives qui ne sont pas encore des archives patrimoniales. Donc, toutes les parties élimination, le système de gestion et les différents systèmes de gestion, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que le NESIS, sont là vraiment pour aider les archivistes pour prendre maximum de tâches dans les événements de vie d'un fonds d'archives. Donc, c'est les aider pour les entrées, la collecte, conserver de manière pérenne le registre des entrées, rédiger les instruments de recherche en adéquation avec les différentes normes, gérer tout ce qui est donc effectivement la communication, le récollement, savoir un peu où sont les archives dans les magasins, gérer le magasin, toutes les communications, garder tous les historiques, puisqu'on demande un certain nombre de rapports annuels aux archivistes pour savoir un peu ce qui s'est passé dans l'année. Et il y a également un peu toute la partie conservation préventive. Donc, effectivement, alors nous, contrairement à Guillaume, on arrive un peu plus tard, hein, c'est-à-dire que nous, c'est plus des notes, des constats. Voilà, on a noté qu'à un instant T, il y avait ça sur les documents, c'est un bon état, c'est pas un bon état. Voilà, c'est plus, de ce point de vue-là, nous, c'est plus une question de garder l'historique de ce qui a pu se passer sur les archives, plus qu'un contrôle direct, comme peuvent faire d'autres outils de calcul d'hygrométrie. Merci. Est-ce que, Lionel, toi, tu aurais un autre regard de terrain aussi sur ce qu'on peut mettre en place voilà, quand on a peu de moyens, ce qui est quand même malheureusement encore la réalité des centres d'archives privés en Belgique francophone. On a beaucoup d'énergie, mais peu de moyens financiers, en tous les cas. Et donc, un peu, voilà, au-delà du débat sur le Word ou l'Excel, effectivement, mais aussi de se dire, tiens, vous, avant de... Et puis aussi, peut-être, votre expérience par rapport à Palace, évidemment, on n'a pas 3 heures, donc forcément, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Et votre vécu aujourd'hui avec Collective Access, puisque plusieurs centres d'archives, pour nos auditeurs, plusieurs centres d'archives ont pris ensemble ce logiciel pour gérer les fonds. Lionel, à toi la parole. Oui, donc l'idée, en fait, avec au départ, on ne savait pas sur quel logiciel on allait prendre. L'idée, c'était de mutualiser, en fait, au sein d'un groupe, différentes expertises de manière à avoir des coûts moindres. Et donc, on a créé un groupe. Donc, il y avait plusieurs centres d'archives présents. Je crois qu'au départ, on était quasiment 10, même s'il n'y en a que 5 qui ont pris Collective Access à la fin, 5 ou 6. Et au départ, en fait, l'idée, c'était vraiment de mutualiser les expertises et les coûts de manière à pouvoir trouver un nouveau logiciel. Alors, il y avait 2 cas de figure. Il y avait les centres d'archives qui n'avaient pas encore de logiciel et donc qui commençaient vraiment à vide. Donc, pour eux, c'était facile. Ils n'avaient pas encore encodé quoi que ce soit, même pas en Excel, je pense. Je crois que c'était le cas du CPCP, je ne pense pas me tromper, ou alors ils avaient des tableaux Excel, mais peut-être pas encore grand-chose. Si quelqu'un du CPCP est ici, qu'il me contredise si ce n'était pas le cas. Et puis, il y avait d'autres centres d'archives comme l'IHES qui avaient effectivement des énormes inventaires. Et nous, on avait le système Palace, donc, qui est un système belge développé par Patrick Temmerman, pour ne pas le citer, par une ASBL qui s'appelait Brudisk. C'est un bon système d'archivistique. Mais à un moment donné, il fallait prendre des décisions et passer à un système beaucoup plus modulable, dans la mesure où dans beaucoup de collections, on n'avait pas que des photos, que des archives et des bibliothèques, on avait aussi des affiches, des tracts, tout plein de choses. Et donc, on a cherché un logiciel qui était beaucoup plus polyvalent que Palace. Et donc, voilà, le fait d'être en groupe, ça permet vraiment, donc, comme je l'ai dit, de mutualiser les coûts et ça permet aussi de mutualiser les expertises. Et l'expertise, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut bien comprendre que quand on a un logiciel du genre Palace avec plein de métadonnées qui ne sont pas en format XLS, mais en format XML, et un format XML qui n'est pas standard, ce n'est pas de l'EAD, c'est un format Palace. Eh bien, il y a un énorme travail en amont à faire pour faire le transfert, donc le mapping de ces données vers un nouveau système. Et donc, ne fût-ce que ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, avant même d'avoir un nouveau logiciel, je pense que et il y a d'autres personnes qui sont, je crois, ici, qui ont travaillé dans le même groupe et donc ils pourront me contredire, mais ça a dû prendre 2 ans. Il y a eu un an où on a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait. Et déjà, savoir ce qu'on veut, ce n'est pas évident.
Et à un moment donné, on se disait, oui, mais là, on veut une Rolls-Royce, on veut vraiment un truc qui fait tout, mais ça coûte super cher. Et donc, on a un peu revu nos envies à la baisse, on va dire. Et par après, presque pendant un an, il a fallu travailler sur les métadonnées Palace, il y en a environ 400-500 hein, en tout, et savoir de quelle métadonnée aller dans quelle autre métadonnée sur le nouveau système. Et voilà. Donc, on a fait des appels d'offres, on a demandé des démonstrations, et on a fini par choisir Collective Access, en partie parce que c'était au niveau qualité-prix ce on pouvait avoir de mieux vu nos budgets limités. Et voilà, je ne sais pas si... Bon, là, ça fait quand même quelques années qu'on a Collective Access. Il y a encore des... il faut bien se dire que le transfert d'une grosse base d'archives vers une autre, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Et donc, il y a encore des bugs, il y a encore des choses à régler. Mais je vais dire, on est quand même content du système. La plus grande chose qui est bien, enfin, ce qui est bien avec le Collective Access, c'est que c'est extrêmement polyvalent. Donc, si vous voulez décrire, je ne sais pas, un tableau ou un animal dans la nature ou n'importe quoi, en fait, vous pouvez très bien créer des fiches pour ça. Et c'est aussi également le plus grand inconvénient, c'est-à-dire que Collective Access permet de décrire n'importe quoi. Et donc, à la base, c'est une sorte de matière vierge qu'il faut vraiment modeler, paramétrer très longtemps. Et donc, c'est un peu différent d'un système archivistique classique où vous avez déjà la norme ISAG qui est comprise dedans. Voilà, je ne sais pas si je suis clair et si je suis précis dans ce que je viens de dire. Donc, merci Lionel aussi. Donc, je pense aussi, donc voilà, aujourd'hui, on parle de fonds patrimoniaux et de l'archivage papier, mais on voit que le numérique nous rattrape évidemment aujourd'hui tout le temps et que nos outils de gestion, comme vous l'avez tous les deux dit, je pense, nous aident en amont, quel que soit le système qu'on va choisir après. C'est important d'avoir bien identifié le type de données que l'on collecte, que l'on met. Et donc, même si on départ avec des fichiers Excel, que les colonnes de ces fichiers Excel soient bien identifiées, parce que, comme tu le disais avec Palace, là, on avait un format de fichier qui n'était peut-être pas nécessairement simple et standard. Et donc, ce travail en amont, alors, doit être fait au moment de la migration des données. Oui. Sarah, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il me semble qu'il y a une question qui est sur le schéma, en tous les cas, que Oriane a présenté. Est-ce qu'il serait disponible sur le site de Naomet? Donc, de toute façon, vous l'aurez ici, viseur, puisque, pour rappel, on enregistre le webinaire, donc vous pourrez le repasser. Mais est-ce qu'il est possible de trouver le schéma sur le site de Naonet? Donc non, je ne pense pas que ce schéma soit sur le site Naonet. Est-ce qu'il va l'être dans quelques temps? Je ne pourrais pas dire. C'est un tout nouveau schéma, hein. Il est sorti le mois dernier, justement. Donc, c'était plutôt en utilisation interne, je pense, au départ. Donc, voilà. Non, pour le moment, il n'est pas diffusé au public. Mais en tous les cas, comme le webinaire pourra être réécouté, ça veut dire que, voilà, si vous voulez le remontrer, au moins via le webinaire, on pourra. Mais c'est vrai qu'il n'est pas disponible comme ça. Et je vois qu'il y a une autre question à Lionel. Quelle quantité de ressources humaines avez-vous utilisé pour mettre en place Collective Access via une consultance extérieure ou en interne? Oui, alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, effectivement. Salut, Aude. Donc, en fait, grosso modo, la recherche en amont a été faite en grande partie en interne, c'est-à-dire en relation avec les différents centres. Donc, il y avait des réunions souvent au Mondaneum avec des archivistes du Mondaneum, nous, d'autres archivistes, notamment l'Alpha, etc. Et donc, en grande part, la quantité humaine, elle est quand même assez importante, c'est-à-dire qu'il y avait des réunions tous les mois, qu'il y avait environ 10 personnes des différents centres d'archives qui voulaient mettre en place un système. Il y a eu, je pense, une fois une consultance externe, notamment pour tout ce qui était aspect juridique, et peut-être une seconde fois pour les aspects techniques, mais c'est quasiment tout. Et alors, à part après, évidemment, quand on a voulu... Bon, ça c'est pour avant qu'on sache qu'on voulait prendre Collective Access. Une fois qu'on a voulu prendre Collective Access, il faut bien savoir que Collective Access, c'est totalement installable par vous-même, si vous le voulez, mais c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc, il faut avoir des notions d'informatique, il faut avoir un hébergeur qui tienne la route. Et donc, nous, on est passé par la principale société qui s'occupe de Collective Access en France, c'est ID Culture. Voilà. Et donc,
Voilà, on aurait pu en fait mettre en place un Collective Access totalement gratuit vu que le code source se trouve en ligne, mais c'est pas, je ne vous conseille pas de faire ça. Si vous voulez un hébergement professionnel, il vaut mieux passer par un prestataire qui connaît bien le code du logiciel. Donc nous, on est passé par les cultures et donc on paye, on les a payés une fois pour à la fois la mise en place par centre, le paramétrage, et maintenant on les paye chaque année de manière voilà, ponctuelle pour l'hébergement et la maintenance, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et moi, je compléterais peut-être ce que Lionel dit, puisque j'étais aussi à la manœuvre avant avec une autre expérience. Mais donc, dans les premières discussions, on est aussi parti sur le cahier de charge qui avait été établi à l'époque par Etopia, qui est un autre centre d'archives. Et donc, on a mis on est parti de ce cahier de charge qui avait déjà été fait par une équipe. Et c'était moi qui avais mené le travail du cahier de charge à Etopia à l'époque. Et donc, ça a quand même mis 1 an et demi, même avec peu de ressources, parce que nous, à l'époque, moi, donc, quand j'ai rédigé, on avait déjà un logiciel de gestion qui était Alexandrie à l'époque. Et donc, on devait aussi bouger. Donc, on avait déjà un logiciel de gestion. Donc, ça peut changer très fort en fonction de votre expérience, de si vous avez, comme l'a dit Lionel au début, déjà un logiciel de gestion, parce qu'alors, vous allez partir de ce que vous connaissez déjà. Et parfois, ça peut amener des travers, parce que on connaît, donc on a des habitudes de fonctionnement dans un logiciel. On s'est habitué à fonctionner avec ce logiciel. Et donc, écrire les fonctionnalités qu'on voudrait dans le futur, ben on est calé, en fait, sur ce qu'on connaît. Donc ça, moi, je vous inviterai à vous décaler. Donc et alors, aussi, à réfléchir à quelles sont les fonctionnalités qu'il vous faut. Et comme le disait Oriane aussi, entre le registre des entrées, c'est qu'est-ce que vous voulez automatiser dans votre gestion de votre centre. Donc, au-delà de la réalisation des inventaires, donc moi, j'ai une vision différente aussi, c'est que je me dis, parfois, un inventaire en Word peut encore être fait, mais si ça dépend de ce que vous voulez gérer dans vos outils de gestion. Et si vous voulez automatiser certaines mécaniques, bah, à la limite, vos inventaires, la recherche, c'est une façon de voir. Et je ne dis pas que c'est oui ou c'est non, mais ça dépend quel est ce que vous voulez faire avec cet outil de gestion. Et en fonction de ça, certains logiciels vont être plus forts ou moins forts. Et donc, le registre des entrées, l'état des fonds, enfin voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme outil. Et en fait, nous, on utilisait aussi ça en dehors du logiciel. Donc, moi, j'utilisais Alexandrie pour une série de choses, mais l'état des fonds, je le faisais encore en dehors. Et on s'est dit, si on change de logiciel, on doit pouvoir intégrer que l'état des fonds soit fait. Et alors là, ça passe à autre chose comme type de fonctionnalité qu'on recherche. Voilà, donc n'oubliez pas que le premier webinaire qui a eu lieu dans la série ici pour Préserve Info, c'était aussi sur le cahier de charge et à quoi il faut être attentif dans la rédaction de son cahier de charge. Donc, je vous invite à le réécouter pour ceux qui seraient intéressés d'avancer là-dessus. Je vois qu'il y a d'autres questions avant de passer à la valorisation, puisqu'il est déjà 12h50. Ça passe vite quand on ne s'ennuie pas. Et je vois que la collègue d'Oriane nous a répondu. Je prends le sujet pour le visuel à mettre à disposition sur le site de Naomet. C'est une bonne idée. Je vais en parler en interne. Donc ça, merci Claire pour la réponse en live. Et alors, une autre question, est-ce qu'on peut se baser sur des guides et normes comme Morec pour établir, bien sûr, évidemment, enfin là, je réponds à la place, mais après, je laisse la place à Oriane, peut-être aussi par rapport à des systèmes comme Naonet, comment est-ce que vous intégrez, vous, les normes, je pense ISAG, mais aussi, évidemment, les normes de record management ou, comme ici, citer le Morec dans l'implémentation de vos systèmes. Alors, ça, c'est tout notre travail de développement. Donc, c'est là où, donc effectivement, on s'engage à proposer des logiciels qui soient conformes à la réglementation. Mais il faut bien se douter que développer un logiciel qui soit conforme ISAG, XML-EAD, si on prend l'archivage électronique, c'est encore des autres normes, l'ISAR-CPF, l'EAC. Donc, il y a différentes briques de notre logiciel qui doivent se conformer à des normes différentes, plus ou moins complexes à mettre en œuvre. Et donc, voilà, donc c'est les temps de développement. Alors, au départ, donc, bien entendu, on prend les normes qui sont sorties à l'instant où on les met où on développe les logiciels. Donc, effectivement, comme Nesis Archive a été développé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'était donc l'ISAG, l'XML-EAD, l'EAC.
par la suite, oui, donc normalement, enfin, c'est pas normalement, on prend en compte les nouvelles règles quand elles changent. C'est plus ou moins compliqué et long en fonction de la norme. C'est-à-dire que là, typiquement, passer de ISAG, XML, EAD à la prochaine norme archivistique sur la description des fonds, ça va être un gros gap. Donc, ça prend du temps. C'est des développements qui sont conséquents, qui peuvent changer totalement la structure technique du logiciel. Donc, voilà, c'est ça, c'est des temps de développement, c'est prendre le temps, voilà, pareil, nous, c'est typiquement créer ces petits schémas pour que les développeurs informatiques puissent voir un peu le vie d'une archive, le travail des archivistes, et en parallèle se mettre en lien avec les normes. Donc après, pour ce qui est d'ISAG, par exemple, comment est-ce qu'on s'est conformé à ISAG, c'est donner toutes les possibilités aux archivistes pour que quand ils utilisent le logiciel, on leur propose l'ISAG par défaut. Ce qu'on dit souvent en formation, c'est l'idée que même des personnes qui ne connaissent pas l'ISAG, en fait, ils l'appliquent. Alors, plus ou moins, bien entendu, mais déjà, voilà, tous les champs de l'ISAG sont proposés par défaut dans un instrument de recherche. Donc, c'est accompagné. Et techniquement, alors c'est totalement transparent pour l'utilisateur, mais quand ils enregistrent, ça enregistre en XML EAD. Voilà, c'est les briques techniques invisibles à l'utilisateur dans le logiciel, mais qui, au final, leur permet de respecter les normes. Merci. Moi, je dirais aussi que, évidemment, quand on rédige ou quand on réfléchit à ces fonctionnalités, ces normes doivent être connues par les archivistes, en tous les cas, doivent être, connues à minima. Mais vouloir que le logiciel applique chacune des normes, comme le dit Oriane, à un moment, on est quand même dans un secteur où, enfin, il y a une norme qui sort par an et ou qui est remodifiée par an, hein, donc c'est l'avantage et de beaucoup. C'est là qu'on voit que la communauté est grande, mais oui. Voilà, donc c'est pas possible de tout suivre. Mais donc, c'est de voir quelles sont les fonctionnalités dans ces normes où vous dites ça, on a vraiment besoin. Et donc, c'est aussi la maîtrise pour vous-même et comment vous pouvez compenser ce qui ne serait pas géré par le logiciel ou pris en compte par le logiciel. Et donc, je pense au format ISAG, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se dire que je puisse imprimer ou en tous les cas avoir un export de mes données. Ça aussi, c'est pas pour ça que le logiciel intègre tout, mais il vous permet de l'exporter autrement. Et donc, c'est aussi ce genre de choses qu'on peut gérer. Je vois qu'il est déjà 12h57 à mon ordi, donc je propose de terminer. Donc, n'hésitez pas, si encore des questions, on est là pour ça. On peut dépasser de 5 ou 10 minutes, puisqu'on a attendu que tout le monde arrive aussi. Mais je pense si on veut garder le concept de ces webinaires et d'en laisser un peu pour le jour où il y aura le salon de visu aussi, et donner envie aux gens d'aller plus loin. Mais je voulais aussi terminer par l'aspect valorisation de nos fonds d'archives, puisque l'intérêt de la conservation et de l'exploitation et du traitement du fonds, c'est évidemment aussi de pouvoir le valoriser. Et ici, de pouvoir donner 2 exemples, en tous les cas, de portail, puisque Mnesis a eu cette occasion aussi d'avoir ce volet-là. Et donc là, vous aurez les liens vers, mais peut-être que Sarah, on peut en visualiser un en live, ou alors on laissera les gens y aller. Mais donc, des exemples de valorisation, évidemment, c'est l'intérêt, évidemment. Et là, alors, on n'a pas le temps de l'aborder ici, mais c'est comment numériser peut-être certaines pièces de ces archives pour les rendre accessibles sur notre site web. Et donc voilà, donc là vous avez 2 exemples. Je pense que évidemment l'IHOS, on aurait pu rajouter aussi le lien vers l'IHOS, puisque voilà, Collective Access aujourd'hui est consultable évidemment via le site de l'IHOS notamment, et d'autres archives que l'IHOS met régulièrement en valeur. Mais donc voilà, je ne sais pas si dans nos participants, il y a des gens qui ont des questions ou des réflexions par rapport à ça, et je laisserai alors la parole à nos intervenants pour conclure, notamment sur l'aspect valorisation aussi, Guillaume, dans les aspects de mesure, c'est aussi de mesurer la luminosité, par exemple, dans une salle d'expo. Ce qu'on n'imagine pas nécessairement, mais si on a des archives plus fragiles, c'est peut-être aussi quelque chose à avoir en tête quand on réalise des expos aussi physiques, encore, évidemment. Mais donc, peut-être vous laisser la parole, et s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à réagir aussi de la part des participants par rapport à ce webinaire qui se termine déjà.
Mais donc, Oriane, Lionel ou Guillaume qui veut un peu compléter sur cet aspect valorisation, quoi. Je ne sais pas, est-ce que je laisse la main à Guillaume pour peut-être présenter plus la partie physique avant de partir sur la partie plus Internet, virtuelle? Oui, ben, donc moi, voilà, de mon expérience aussi, et ben, peut-être que d'autres gens seront beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus à même de savoir ce qu'il faut mesurer, à quoi il faut faire attention. Donc ça, je les invite à nous dire ça dans le chat. Mais en effet, ça peut être utile dans des expos événementiels, dans des expositions éphémères, d'avoir un contrôle justement pour que les prêteurs d'œuvres, que ce soit des œuvres papier, des œuvres, des toiles, ben voilà, qu'on ait une certaine preuve ben voilà, des conditions dans lesquelles sont stockées ces œuvres. Ça, c'est important et c'est quelque chose qui peut être tout à fait géré. Pas forcément qu'avec notre solution, mais avec d'autres solutions aussi. Il y a plein d'outils qui existent pour mesurer ces paramètres environnementaux-là. Nous, on se focalise plus sur cet aspect de visualisation en direct, de visualisation à distance, mais il y a des enregistreurs qui fonctionnent très bien aussi et qui peuvent faire un bon travail pour des expos éphémères. Mais c'est vrai que ce qui est particulièrement intéressant, c'est aussi avoir cette preuve pour le prêteur, pour le client, si c'est une société, une grosse société qui donne des œuvres ou des archives ben voilà, à un organisme, c'est de pouvoir à la fin ben leur sortir une preuve signée, ben que voilà, tout a été respecté, que le cahier des charges, si c'est inscrit dedans, ben que voilà, on s'y est bien engagé et que ça a été fait. Oui. Merci. Oriane? Oui. Alors, pour la partie plus Internet, effectivement, se développe de plus en plus donc, des portails Internet pour mettre en valeur les archives sur le web. Cette dimension, on a pu le voir depuis un an, ça prend une dimension beaucoup plus grande. C'est une question, on a beaucoup de services d'archives qui pouvaient avoir beaucoup d'expositions physiques. Qui depuis un an maintenant ne peuvent plus les faire et du coup se tournent vers leur portail Internet. Alors, dans le cas que je parle, c'est qu'ils ont déjà un portail Internet pour valoriser. Mais voilà, ils essayent de réfléchir à cette valorisation plus virtuelle pour pallier au fait qu'on ne puisse plus aller sur les sites d'archives pour pouvoir voir ces documents. Donc, effectivement, dans les deux exemples qu'on vous a fournis, alors c'est deux services d'archives vraiment très différents. Donc, on a un exemple d'archives départementales. Donc, les archives départementales ont depuis de nombreuses années maintenant des grosses campagnes de numérisation. C'est vraiment rentré dans les acquis de ces services où ils mènent tous les ans des grosses campagnes de numérisation. Je ne parle pas bien entendu de tout ce qui est la généalogie. Ça, je dirais presque que pour les archives départementales, c'est fait, c'est clos. Il n'y a plus de sujet pour ces structures. Eux, ils sont plus à voir justement qu'est-ce qu'on pourrait continuer à mettre en valeur sur Internet. Donc, vous pourrez voir un exemple de mise en valeur donc ce qu'on appelle des expositions virtuelles, la façon qu'on peut mettre en valeur certains fonds sur Internet pour mieux comprendre et donner envie aussi de revenir en salle de lecture pour les voir en physique. L'autre exemple également qu'on a pu vous mettre, c'est les archives municipales de Saint-Nazaire. Donc là, c'est un exemple vraiment différent parce que là, c'est un petit service. Saint-Nazaire, qui est une ville dans l'Ouest, qui a été très touchée par la Seconde Guerre mondiale. Là, on est sur la côte, hein, c'était un gros port annexé par les nazis. Donc, il y a eu des gros dégâts. Ils ont énormément perdu toutes leurs archives avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le petit service des archives municipales de Saint-Nazaire essaie de valoriser ces fonds du XXe siècle. Ce qui présente souvent peu d'intérêt pour les généalogistes. Ils sont plus intéressés par tout ce qui arrive avant. Voilà, ce service essaye de mettre en avant ces archives plus contemporaines et de montrer un peu l'intérêt de son fonds. Donc, ils ont une campagne de numérisation qui est bien moindre parce qu'ils n'ont pas le même budget que les archives départementales.
Mais malgré tout, voilà, ils ont quand même mis en place des expositions virtuelles. Je les trouve assez bien faites parce que justement, c'est des petites touches d'éléments. Vous voyez quelques images et après, il y a quand même la possibilité de rentrer dans le fond, d'avoir la visibilité de l'instrument de recherche, d'avoir bien entendu les accès à un visualiseur pour mieux voir les images, naviguer un peu dans les images. Mais voilà, on a des rebonds possibles. Voilà, je trouve que c'est une présentation qui est assez intéressante, tout en restant ce qu'on appelle une page éditoriale, voilà, un peu classique. Voilà, ils ont réussi à faire des rebonds qui sont assez intéressants. Merci. Alors, le mot de la fin pour Lionel, peut-être, sur ces enjeux de valorisation, en sachant, sauf si il y a encore des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, mais Lionel, je te passe la parole. Oui, donc aujourd'hui, en plus des méthodes de communication classiques en salle de lecture, et on sait qu'aujourd'hui les salles de lecture ne sont pas souvent ouvertes, ou même de communication par Internet, la valorisation, c'est un plus pour un archiviste. Donc plutôt que d'attendre que le lecteur vienne chercher son document, on valorise, que ce soit via une exposition ou ici sur Internet. Alors, comme la plupart des logiciels de catalogage, d'archives, vous avez dans Collective Access, comme dans d'autres, une partie qui est administratrice, et donc où vous devez vous connecter pour encoder vos données, une partie opaque, donc données ouvertes. Et donc, avec ce système-là, comme pour d'autres, vous avez tout intérêt à mettre de plus en plus d'archives visibles. Donc, en plus d'avoir des fichiers d'inventaire, le mieux, c'est d'avoir, comme on a vu pour Mnesis aussi, d'avoir des documents qui sont visibles en open data, de manière à valoriser votre centre, à valoriser le travail que vous avez fait le mieux possible. Et l'avenir, c'est ça, c'est vraiment l'open data et l'ouverture des données au-delà des salles de lecture. Il ne faut pas croire que parce que les lecteurs ne viendront plus chez vous que vous allez mourir. Au contraire, il faut s'ouvrir au monde, quoi. Oui. Voilà pour le mot de la fin. C'est une bonne conclusion. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat, Sarah, ou est-ce que les gens ont leur estomac qui les rattrape? J'ai mon micro qui était coupé. Voilà. Donc non, je ne vois pas de réaction. Voilà. Alors, ça me permet alors peut-être de conclure. Merci déjà à chacun de nos intervenants. Je trouve que voilà, c'est passionnant, ça donne envie. En tous les cas, enfin moi, vous avoir écouté, etc., ça donne envie déjà d'aller revoir les sites que Oriane nous a présentés là à l'instant, d'en savoir plus sur les outils que Guillaume a pu aussi nous présenter. On espère évidemment que le salon pourra avoir lieu, même si évidemment dans le contexte actuel, on se désespère un peu quand même de la date du ciné. Mais ça, on vous reviendra dans quelques semaines en fonction de... Mais dans tous les cas de figure, même si on doit encore le reporter une fois ce salon, il aura lieu, on vous le promet, quand les conditions nous permettront de l'organiser. Sarah, tu peux peut-être repartager le PowerPoint pour montrer les 2 webinaires qui vont suivre encore, puisque nous avons encore 2 webinaires à l'agenda, puisqu'on avait un par mois. Et donc, le prochain est sur, j'ai peur de me tromper dans les thèmes. Oui, c'est ça, comment convaincre le top management d'investir dans la gouvernance de l'information. Donc là, on va revenir dans la dynamique plutôt du resource management et de comment est-ce qu'on peut s'y remettre en amont. Donc, ça s'annonce aussi très intéressant. Et le dernier, en avril, aura lieu sur la facturation électronique et donc aussi les outils qui nous permettent de dématérialiser, évidemment, toute la gestion comptable de nos organisations. Envie aussi de profiter aussi d'avoir encore quelques personnes aussi là pour vous annoncer qu'il y a d'autres webinaires qui vont avoir lieu sur la dynamique, les assises des archives, on va dire. Donc, dans la dynamique de la révision du décret sur les centres d'archives privées. On organise l'AFB avec la Fédération de Bruxelles une série de webinaires qui vont donc venir s'intercaler dans ceux-ci, mais aussi sur la dynamique des archives privées. Mais donc, qu'est-ce qu'une archive et comment est-ce qu'on peut aussi conserver et quels sont les pans entiers de nos archives privées qui devraient être conservées. Et donc là, le programme a déjà été envoyé aux membres, mais vous retrouvez aussi toutes les informations sur le site de l'association des archivistes. Et donc voilà, pour ceux qui aiment ce format-là, de webinaires, tant qu'on est confinés tous à la maison, n'hésitez pas à aussi rejoindre ces webinaires, parce que même si vous êtes dans des dynamiques d'archives publiques, vous avez peut-être aussi des archives privées qui traînent dans vos fonds d'archives, et donc ça peut être intéressant de suivre ces webinaires.
Merci à tout le monde. Voilà, merci de nous avoir suivis. On a respecté le timing, on n'a pas eu de problème technique. C'est miraculeux. Donc, merci à tout le monde. Je remercie encore chaleureusement Oriane et Guillaume pour leur participation. Lionel, je le vois très souvent, donc voilà. Mais je le remercie aussi parce que je l'ai pris au pied levé pour qu'il rejoigne la dynamique. Voilà, au plaisir de vous rencontrer en vrai. Et j'espère que ce contenu a plu à nos participants, parce qu'il y a eu peu de questions, mais voilà, j'imagine que chacun y a trouvé une partie d'informations utiles. Sachez aussi que comme les autres webinaires, ce webinaire sera disponible dans quelques jours, puisqu'il a été enregistré. Merci à tout le monde et au plaisir de vous retrouver à d'autres occasions. Et au revoir. Merci, au revoir. Et au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.